Qu'est-ce qui se passerait si un objet mystérieux sculpté dans une pierre ancienne n'était pas seulement symbolique, mais quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement aujourd'hui? À travers plusieurs civilisations anciennes, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, les archéologues continuent de découvrir le même objet étrange. Cela ressemble à un petit sac avec une poignée. Et la partie la plus surprenante est la constance du design, peu importe où il apparaît. Les exemples les plus connus proviennent de l'ancienne Mésopotamie, en particulier des civilisations sumériennes et assyriennes ultérieures, datant de plus de 3000 ans. Dans des reliefs en pierre détaillée, des figures humanoïdes et des êtres ailés sont montrés tenant un petit objet en forme de seau avec une poignée clairement définie. Ces figures sont souvent identifiées comme des Apkallu, des êtres mythologiques associés à la sagesse et aux pratiques rituelles. Dans de nombreux cas, ils sont montrés à côté d'arbres sacrés, effectuant ce qui semble être des actions cérémonielles. L'objet lui-même est presque toujours représenté de la même manière. Il a une structure rigide, une base plate et une poignée courbée qui s'adaptent parfaitement à une main. Ce niveau de constance est inhabituel pour l'art symbolique, où les formes varient souvent selon l'artiste ou la période. Ici, les proportions restent presque identiques à travers différentes sculptures, suggérant que l'objet avait une forme spécifique et reconnaissable. Dans de nombreuses scènes, le sac apparaît avec un autre objet qui ressemble à un cône de pin. Les chercheurs pensent que cette combinaison pourrait représenter une pratique rituelle, impliquant peut-être le saupoudrage d'eau ou d'huile. Selon des textes anciens, l'explication la plus largement acceptée est que ces objets étaient des contenants cérémoniels, parfois décrits comme des seaux rituels utilisés dans des cérémonies de purification. Mais cette explication commence à se fissurer lorsque des formes similaires apparaissent en dehors de la Mésopotamie. À Göbekli Tepe, l'un des sites archéologiques les plus anciens connus au monde, datant de plus de 11 000 ans, des sculptures incluent des symboles qui ressemblent de près à la même forme en sac. Cela est des milliers d'années plus ancien que la civilisation sumérienne. Encore plus surprenant, des formes similaires ont été identifiées dans les cultures mésoaméricaines, y compris les sculptures olmèques anciennes. Ces civilisations se sont développées indépendamment, sans contact confirmé entre elles. Pourtant, l'objet ressemble de manière frappante. Cela soulève une question difficile. Pourquoi des cultures complètement séparées représenteraient-elles des objets presque identiques? Une explication c'est la convergence symbolique, où différentes civilisations créent indépendamment des symboles similaires pour représenter la même idée. Un contenant tenant quelque chose d'important ou de sacré est un concept qui pourrait émerger à plusieurs endroits, mais la précision du design rend cela plus difficile à accepter pleinement. L'objet ne semble pas seulement symbolique, il semble fonctionnel. La poignée est proportionnée d'une manière qui suggère qu'elle était destinée à être transportée. La base semble stable, comme si elle pouvait être placée sur une surface. Le design global ressemble davantage à un objet réel qu'à un symbole abstrait. Cela a conduit certains chercheurs à se demander si nous manquons une partie du tableau. Ces théories plus spéculatives suggèrent que l'objet pourrait représenter une technologie perdue ou des outils qui n'existent plus. D'autres croient qu'il pourrait symboliser la connaissance, le pouvoir ou une sorte de transfert entre les humains et le divin. Cependant, il n'y a aucune preuve physique pour soutenir ces idées. Aucun objet réel correspondant à ce design exact n'a jamais été récupéré. Et ce détail est important. Si ces objets étaient des outils de courant, nous nous attendrions à en trouver au moins un exemple survivant. Le fait que nous ne les voyions que dans des sculptures suggère qu'ils pourraient avoir été cérémoniels, rares ou même des représentations symboliques de quelque chose qui n'était jamais destiné à être préservé physiquement. Un autre détail clé est qu'il est tient. Dans presque chaque exemple, l'objet est porté par des figures importantes ou mythologiques, pas par des gens ordinaires. Cela suggère qu'il avait une signification ou un rôle spécifique, peut-être lié au statut, à l'autorité rituelle ou à la pratique religieuse. Aujourd'hui, l'explication la plus acceptée reste que ces objets étaient des objets rituels utilisés dans des cérémonies. Mais cela n'explique pas pleinement leur design cohérent ou leur apparition à travers différentes cultures et périodes. Le sac sumérien reste l'un de ces rares cas en archéologie où l'objet est clairement visible, largement documenté et encore mal compris. Il n'est pas caché ou obscur. Il apparaît dans certains des sites les plus étudiés au monde. Et pourtant, il n'existe toujours pas d'explication unique qui tienne compte de toutes les preuves. Parfois, le mystère ne réside pas dans ce que nous ne pouvons pas voir, mais dans ce que nous voyons trop souvent sans le comprendre pleinement.
Sous les sables de Luxor, des scientifiques ont trouvé quelque chose qui n'était peut-être jamais destiné à être trouvé. Plus de 1000 blocs de pierre décorés qui appartenaient au temple ruiné d'une pharaone. Cela nous a fait réfléchir, pourquoi ce temple a-t-il été si brutalement détruit et qui était cette femme? Son nom est Hatshepsut, et elle est maintenant considérée comme l'une des plus grandes pharaons d'Égypte, mais pendant longtemps, l'histoire l'a presque oubliée. Elle a régné pendant la 18e dynastie, de 1479 à 1458 avant notre ère. Elle est connue pour ses projets de construction ambitieux, ses campagnes militaires réussies et ses expéditions commerciales florissantes. Il s'avère qu'elle était l'une des 4 femmes à avoir pris le titre de pharaon dans l'histoire égyptienne. La prochaine femme a dû attendre 1500 ans pour régner, et cette femme est connue sous le nom de Cléopâtre. L'histoire de la manière dont Hatshepsut est devenue pharaon est la partie la plus colorée de ce récit. En ce qui concerne la plupart des règles dynastiques, ce sont généralement les hommes qui sont en première ligne pour les trônes royaux. En Égypte, c'était la même chose. C'est pourquoi lorsque le pharaon Thoutmôsis Ier a eu une fille comme premier-né, c'était un grand non-non en ce qui concerne sa lignée de succession. Quelques années plus tard, le pharaon Thoutmôsis Ier décède. La couronne passe à Thoutmôsis II, qui règne brièvement, pour laisser le trône à son fils en bas âge, Thoutmôsis III. Dans ce scénario, Hatshepsut était la belle-mère de ce pharaon. Ce qui s'est passé, c'est qu'Hatshepsut a servi de conseillère à son beau-fils, puisqu'il était trop jeune pour régner seul. Mais après 7 ans, elle a fait un mouvement sans précédent. Elle a décidé de s'emparer du pouvoir et s'est déclarée pharaon d'Égypte. Maintenant, ce n'était pas une simple prise de pouvoir. Hatshepsut comprenait que si elle voulait régner, elle devait se présenter comme un roi légitime. Dans un acte audacieux, elle a adopté l'ensemble des insignes royaux, y compris la fausse barbe, traditionnellement portée par les pharaons masculins. Elle était souvent représentée dans des statues et des hiéroglyphes comme un homme portant le kilt et le couvre-chef du pharaon. Mais il ne s'agissait pas de se déguiser. Les experts pensent qu'elle n'a jamais essayé de cacher son identité. Les inscriptions sur ces statues incluaient souvent des titres féminins comme fille ou des structures grammaticales qui combinaient des termes masculins et féminins, comme Sa Majesté elle-même. Cela montrait que, bien qu'elle ait adopté des symboles traditionnels de royauté, elle reconnaissait toujours son véritable genre. Mais elle devait aller encore plus loin. Pour légitimer son règne, elle a élaboré une histoire d'origine complexe. Elle a prétendu que la divinité Amon lui-même avait rendu visite à sa mère sous la forme de son père, Thoutmôsis Ier, et qu'elle était sa fille divine. Maintenant, ce n'était pas une petite revendication. Puisque les pharaons étaient vus comme des divinités sur terre en s'alignant avec Amon, elle a renforcé son droit au trône. Dans les sculptures des temples, elle a représenté cette naissance divine avec Amon, se présentant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas seulement de la mythologie, ce étaient des outils, garantissant que sa position restait incontestée. Hatshepsut a également pris un nouveau nom, Ma'at Kari, qui se traduit à peu près par la vérité et l'âme du dieu soleil. Le mot Ma'at était central dans les croyances égyptiennes. Il représentait l'ordre, la justice et l'équilibre divin. Les pharaons étaient censés maintenir Ma'at pour assurer la stabilité de l'Égypte. En s'appelant Ma'at Kari, Hatshepsut renforçait probablement qu'elle était une dirigeante légitime et juste. Son règne était vraiment grand. Elle a conduit l'Égypte vers une ère de paix et de prospérité, lançant d'énormes projets de construction et restaurant des temples à travers le royaume. Son accomplissement le plus célèbre était la construction de son temple à Deir el-Bahari, un chef-d'œuvre architectural assez impressionnant sculpté dans les falaises de Luxor. Hatshepsut a lancé l'un des projets de construction les plus ambitieux de l'histoire égyptienne ancienne, commandant des monuments, des temples et des obélisques pour immortaliser son règne. On soutient qu'elle a continué la construction de l'avenue des Sphinx, une grande route bordée de statues menant au temple de Karnak. Pour beaucoup, son éclat architectural était l'obélisque imposant qu'elle avait sculpté à partir de pièces uniques de granit. L'un de ceux-ci, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore aujourd'hui. Maintenant, au-delà de la construction, elle a élargi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle a envoyé une expédition vers la terre mystérieuse de Punt, que l'on croit être la Somalie ou l'Érythrée moderne, rapportant des richesses comme de l'or, de l'ivoire et des animaux exotiques. Sa flotte de navires naviguant sur la mer Rouge a marqué la première mission commerciale enregistrée de ce type, établissant des liens économiques qui bénéficieraient à l'Égypte pendant des générations. Pourtant, malgré tout son succès,
quelque chose d'étrange s'est produit après la mort de Hatshepsut. Son successeur, alias son beau-fils Thoutmôsis III, qui avait été éclipsé par son règne, a pris une mesure drastique. Il a ordonné que son nom soit effacé de l'histoire. Ses statues ont été défigurées, ses inscriptions gravées, et ses réalisations attribuées à d'autres dirigeants. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. Certains croient que Thoutmôsis III voulait reprendre sa place légitime en tant que pharaon, tandis que d'autres suggèrent que des dirigeants ultérieurs, mal à l'aise avec l'idée d'une pharaone, ont cherché à restaurer la domination masculine traditionnelle. L'histoire devient encore plus tragique. La lutte de pouvoir entre la belle-mère et le beau-fils se poursuit. Puisqu'en effet, même après sa mort, Thoutmôsis III a construit son propre temple juste à côté de celui de Hatshepsut dans la vallée des rois. Mais il a construit son temple avec une modification délibérée. Son monument a été construit 11 pieds plus haut que le sien. Sachez que ce n'était pas un accident. C'était une déclaration symbolique. Il voulait éclipser son héritage. Mais l'histoire avait d'autres plans. L'héritage de Hatshepsut a commencé à être redécouvert au XIXe siècle, et ce n'est qu'à travers une enquête archéologique minutieuse que son règne a été correctement reconnu. Aujourd'hui, Hatshepsut est rappelée comme l'une des plus grandes pharaones d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstruit grâce à des découvertes archéologiques constantes, prouvant que son pouvoir et son influence ne pouvaient pas être si facilement oubliés. Son lieu de repos avait été caché en pleine vue, son corps retiré de sa chambre d'origine dans une tentative de l'effacer de l'histoire. Ce dernier élément de preuve a cimenté son héritage, prouvant que même les tentatives d'effacer une pharaone ne pouvaient vraiment pas le faire. Le grand temple de Hatshepsut, Djeser-Djezerou, était un exploit architectural saisissant. Conçu pour immortaliser son règne et solidifier sa connexion divine à Amon. Mais après sa mort, son successeur, Thoutmôsis III, a lancé cet effort calculé pour effacer son héritage et des parties de son temple ont été démontées. Les historiens débattent encore pourquoi. Était-ce un coup de pouvoir dynastique, une tentative de restaurer le règne masculin traditionnel, ou un effort pour renforcer la revendication de Thoutmôsis III au trône? Peut-être était-il tout simplement un imbécile. Quoi qu'il en soit, la destruction n'était pas immédiate. Elle s'est produite des décennies après sa mort, suggérant qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une vengeance personnelle, mais d'une stratégie politique plus large. Pourtant, malgré ses efforts, son temple perdure, tout comme son histoire, un écho défiant de la première grande pharaone d'Égypte. Voyageons à travers l'espace et le temps vers un autre endroit. Dahchur, en Égypte, est connu pour être le foyer de plusieurs lieux de repos de personnes de l'Égypte ancienne. En 2017, des scientifiques ont découvert une pyramide longtemps perdue. Ils ont rapidement appelé le ministère du Tourisme et des Antiquités, car ils soupçonnaient que cela allait être un grand événement. Contrairement à la plupart des pyramides trouvées dans la région, celle-ci était complètement scellée. Soulever la pierre de couronnement était un processus délicat. Lorsqu'ils ont enfin réussi à ouvrir la pyramide, ils s'attendaient à trouver une chambre intacte. Au lieu de cela, c'était le chaos. L'endroit avait été pillé et les objets personnels de la personne décédée étaient éparpillés partout. Mais au milieu des décombres, ils ont trouvé un coffre. En utilisant la dernière technologie de numérisation, ils ont réussi à lire les hiéroglyphes endommagés sur sa surface. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Le nom inscrit là était aussi clair que le jour. Princesse Hatshepsut. La découverte faite en 2017 a également ouvert de nombreuses questions. Après une analyse plus approfondie, les scientifiques ont découvert que les restes appartenaient à une autre Hatshepsut. Ils appartenaient à une princesse qui a vécu pendant la 13e dynastie égyptienne. Le fait qu'un lieu de repos ait été pillé avant d'être scellé a amené les scientifiques à se demander si ces anciens peuples essayaient de cacher quelque chose sur cette figure publique. Et pourquoi y a-t-il presque aucun enregistrement à son sujet dans l'histoire égyptienne ancienne? Restez à l'écoute. Second Cosine Tangent, Sin 3, 1,4,1,5,9. Oui, c'était le cri que nous entendions venir du club de trigonométrie à l'époque. Pour le reste d'entre nous en cours de mathématiques, des termes comme sinus, tangente et pi étaient tout simplement déroutants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les étudiants? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ce savoir pour construire des pyramides, et ils ont fait un assez bon travail. La grande pyramide de Gizeh se dresse encore aujourd'hui, environ 4500 ans après sa construction. Pas de rappel non plus. Alors sortons de cette salle de classe et partons pour un voyage à travers le temps pour révéler les secrets derrière la précision des anciens Égyptiens.
Vous êtes ici, debout sur le site de construction des Grandes Pyramides, à environ 9 miles du Caire. Eh bien, la ville n'est toujours pas là, car vous êtes entouré uniquement par le désert et des équipes de travailleurs de la construction. Ils transportent de grands blocs de pierre, pesant chacun 2,5 tonnes. Ils sont à l'intérieur d'un traîneau en bois qui repose sur de grands rouleaux. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs sur le sol. Vous pensez immédiatement au rouleau d'une caisse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de tels blocs rien que dans la Grande Pyramide. Et le bloc devant vous est l'un des plus légers. Les plus lourds pesaient jusqu'à 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs ? La plupart d'entre eux provenaient de carrières autour de Gizeh. Ce n'est pas si impressionnant, pensez-vous. Mais attendez d'entendre comment les ingénieurs anciens ont transporté le granit utilisé dans la construction sur plus de 500 miles jusqu'à la pyramide. Il n'y avait pas de chemin de fer ou d'autoroute à l'époque, mais le puissant Nil était toujours là. Les chercheurs croient même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction de la pyramide. Tout ce qu'ils avaient à faire ensuite était d'attendre le début de la saison des inondations. Et voilà, les niveaux d'eau montant flottaient les lourds blocs de pierre pour eux. Mais comment ont-ils soulevé les énormes pierres sur la terre ferme pour les empiler jusqu'en haut ? Ont-ils utilisé des grues surdimensionnées ? Eh bien, les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des travailleurs pointe maintenant vers la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils construisent. C'est comme ça qu'une route de montagne serpente jusqu'au sommet. Si la rampe allait directement au sommet de la pyramide, alors les travailleurs ne pourraient pas tirer les blocs de pierre le long. Ce serait trop raide. Les scientifiques ont calculé que 8% pourrait être l'inclinaison maximale. Donc les anciens Égyptiens ont simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, ce ne sont que des théories, car la rampe aurait pu être à l'intérieur de la pyramide, comme certains chercheurs le suggèrent. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé par le Sphinx. C'est son vrai nom, gardé par le Sphinx. C'était son vrai nom, n'est-ce pas ? Faux. Comme le grand Sphinx n'est que l'alias de la statue. Vous savez, le nom que les écrivains prennent quand ils veulent cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le vrai nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie pour eux à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. La traînée de mystère ne s'arrête pas là. Alors qu'un homme passe près de vous avec un seau de peinture, il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des éclats de cette couleur rouge à côté de son oreille. C'était une peinture résistante, car elle a survécu pendant des milliers d'années. Vous êtes maintenant debout juste devant le Sphinx. Vous le regardez en l'air, hein. Il est très grand, n'est-ce pas ? 66 pieds, pour être précis. Maintenant, résistez à l'envie de prendre un selfie. Vous pouvez le faire. Maintenant, vous remarquez quelque chose d'autre. On dirait que le Sphinx est au centre d'un énorme triangle à l'arrière. C'est un côté de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est là que les mathématiques deviennent utiles. Une pyramide a 4 côtés, appelés faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base. Mais elle n'est pas visible. C'est, face vers le bas. Le Sphinx a un dernier mystère à révéler. Son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que le pharaon Khafre a construit le Sphinx. Il a régné après son père qui avait construit une grande pyramide à proximité. Donc les deux structures ont été achevées à peu près en même temps. Parlons encore de chiffres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, la princesse égyptienne décrite comme une femme d'une grande beauté. Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des personnes qui ont construit les pyramides. Fascinant, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Elles travaillent dur pour construire la tombe du pharaon. Mais combien sont-ils exactement ? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 travailleurs. Cela semble être un nombre acceptable pour une structure aussi énorme, mais cela ne peut pas être vrai. La science ne peut tout simplement pas soutenir ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total de travailleurs à 30 000. Et oui, Indiana Jones en faisait partie, du moins sur grand écran. Mais il est arrivé en retard. Les égyptologues se basent beaucoup de choses sur les pyramides, mais pas tout. Pas parce qu'ils ne le veulent tellement pas, mais parce qu'ils n'ont pas encore déterré suffisamment de preuves. Ils ne peuvent qu'émettre des hypothèses sur le déroulement du processus de construction.
D'abord, les ingénieurs arrivaient en aide pour choisir le bon endroit et faire les mesures nécessaires. C'est pourquoi ils avaient vraiment besoin de toute cette mathématique compliquée. Ensuite, il était temps de se procurer le matériau, les grands blocs de pierre que j'ai mentionnés plus tôt. Lorsque les bateaux les livrent sur le site de la future pyramide, les travailleurs peuvent enfin faire leur travail. Ils opéraient en plus petits groupes, mais il y en avait au moins 2000, ciselant et sculptant à tout moment. Ça ressemble à un site de construction typique aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que c'est le cas, juste des milliers d'années plus tôt. C'est incroyable ce que les anciens Égyptiens ont pu accomplir avec seulement des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant complète devant vous. Mais est-ce la même pyramide que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'une couleur jaune poussiéreuse? Eh bien non, l'activité humaine et les éléments ont complètement dépouillé la couche extérieure de pierre au fil du temps. Des artisans experts ont poli ces blocs en n'utilisant que de la pierre et du sable. Le résultat final était une roche lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle parfait de lumière. Ses côtés polis agissaient comme de gigantesques miroirs, réfléchissant le puissant soleil égyptien. C'est le moment où vous devriez mettre vos lunettes. Et cette chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en fait de l'or. La pierre de couronnement au sommet de la pyramide s'appelle un pyramidion. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce furent les premières pierres à disparaître. Faisons un autre arrêt avant de vous ramener à votre salle de classe. Nous voyageons vers les îles britanniques. Et non, Stonehenge n'est pas notre destination. C'est Newgrange dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument en pierre vers l'an 3200 avant notre ère. Cela le rend plus ancien que Stonehenge et la grande pyramide de Gizeh. La fonction du tumulus circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide, et tout aussi mystérieuse. La quantité estimée de pierres lâches présentes dans la vallée dépasse 220 000 tonnes, et ce n'est pas juste jeté au hasard sur un tas. L'ordre dans lequel les pierres sont disposées rend la structure résistante à l'eau. Cela expliquerait comment Newgrange a survécu si longtemps. Ça donne envie de débourser de l'argent pour cette coque de téléphone étanche, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes de retour à votre bureau d'école, mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à quel point les pyramides égyptiennes sont impressionnantes, et si nous avons quelque chose de similaire aujourd'hui. Il s'avère que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés par la grande pyramide que vous. Il y a une pyramide en verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la pyramide Transamerica de 48 étages. Mais Las Vegas est allé encore plus loin. Là, nous trouvons l'hôtel Luxor. Il est si grand qu'il s'agit de la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qu'il y a devant? Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 110 pieds de haut. 2 étages de plus que celle de Gizeh. Oui, tout est plus grand à Vegas. Et maintenant, nous revenons à presque 5000 ans en arrière. Laissez-moi vous emmener dans l'Égypte ancienne, où, en 2550 avant Jésus-Christ, devinez quoi? La construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciel, mais ce n'est que récemment que ces bâtiments massifs sont apparus. C'est encore un mystère même pour les scientifiques modernes comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Pas étonnant qu'elles soient l'une des 7 merveilles du monde ancien. Ce sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde ancien qui existe encore au XXIe siècle. Cela a dû nécessiter beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même selon les normes d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières pyramides jamais construites. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle s'est avérée assez impressionnante. C'était une pyramide de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 204 pieds de haut, ce qui équivaut à la hauteur d'un bâtiment de 19 étages, et c'était le plus haut bâtiment existant à l'époque. Ce n'était pas seulement une pyramide. Elle était entourée d'un complexe entier de bâtiments, y compris même des cours. Dans l'Égypte ancienne, les gens croyaient en l'au-delà. Donc tout le monde, surtout les rois, voulaient s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour s'y préparer. C'est dommage. Pourquoi le complexe de la pyramide était parfaitement approvisionné en de nombreux objets que les gens utilisaient tous les jours. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais.
Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des vases en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Cela prenait généralement environ 20 ans pour en construire une. Mais de nombreux dirigeants régnaient bien moins longtemps. Au total, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première et la plus grande a été construite pour le pharaon Khéops vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'origine, elle mesurait 481 pieds de haut, ce qui équivaut à la hauteur d'un bâtiment de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khéops, le pharaon Khafre, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est juste un peu plus courte, mesurant généralement 471 pieds de haut, soit un bâtiment de 39 étages. C'est la pyramide avec la célèbre statue du Sphinx. Les sphinx ont un corps de lion et une tête humaine. Ils ont été construits pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafre et garde sa pyramide, faisant face au lever du soleil. Le sphinx est le plus connu et est l'une des plus grandes et des plus anciennes statues du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir la trace de pigment rouge près de ses oreilles. Mais personne ne sait exactement quand le nez a disparu. Pendant un certain temps, le sphinx a été en quelque sorte caché sous terre, recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier avec une équipe de 160 personnes l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite, étant plus de 2 fois plus courte. À l'origine, elle mesurait 218 pieds de haut, environ la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. Construite en 2490 avant Jésus-Christ, c'était une pyramide pour le fils de Khafre, Menkor. Les pyramides sont conçues pour s'aligner avec les points de la boussole, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les anciens Égyptiens ont déterminé eux-mêmes les directions, et avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils utilisaient 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lissé et avaient un sommet en or et en argent pour refléter le soleil. Plus tard, le calcaire blanc a été retiré des pyramides par d'autres rois et utilisé pour d'autres bâtiments. Les scientifiques estiment que les anciens Égyptiens ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne. C'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient même plus gros, pesant presque autant qu'un éléphant. Il y a 4500 ans, il n'y avait pas d'équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal disponible pour eux était le cuivre. Même aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas sûrs de la manière dont les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun enregistrement qui pourrait éclairer ce sujet. Les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides, il ne reste aucun enregistrement qui pourrait éclairer ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder cela comme leur secret et ne l'ont même pas enregistré intentionnellement. Beaucoup croient que des pauvres et des étrangers ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En réalité, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés, et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville temporaire à proximité et formaient une communauté hautement organisée avec un leader fort. Les scientifiques disent qu'environ 20 000 personnes travaillaient sur chaque complexe de pyramides et qu'il fallait environ 20 ans pour en construire chacune. C'était probablement un projet national. Le site de construction était riche en ressources et la nourriture et les essentiels étaient probablement fournis par toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, il reste flou comment les gens ont réussi à couper, transporter et assembler ces énormes pierres. L'une des théories suggère que les pierres étaient probablement transportées sur des bateaux le long du fleuve Nil. Ensuite, il y avait la partie la plus difficile. Elles devaient être déplacées jusqu'au site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Ce n'était pas très difficile de les tirer parce que le sable mélangé à la bonne quantité d'eau était assez glissant. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau, même avec une pierre pesant 1 tonne assez facilement. Enfin, un dernier problème. Les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes du système de rampe qui date de l'époque de la construction des pyramides. Très probablement, les Égyptiens ont conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre, mais personne ne sait exactement à quoi cela ressemblait.
L'opinion la plus courante est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait, la pyramide devenant plus haute. Il suppose que les gens montaient les escaliers, tirant la pierre sur le traîneau en bois au milieu de la rampe sablonneuse. Mais ce n'est qu'une des options. D'autres disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide. Certains disent que les rampes étaient à l'intérieur de la pyramide. Mais nous ne le saurons jamais avec certitude, et cela restera à jamais un mystère, tout comme les anciens Égyptiens le souhaitaient. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles sont simplement en pierre solide avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un coup d'œil rapide à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. De l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un descendant et l'autre montant. Celui qui descend vous mène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khéops voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La chambre avec le sarcophage de Khéops s'appelle la chambre du roi. Elle est à l'étage et ensuite à travers la grande galerie haute et longue. En dessous de la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Il n'y a cependant pas de reine, et personne n'est sûr de pourquoi la pièce est ainsi nommée. Malheureusement, aucune de ces chambres n'a de hiéroglyphes sur les murs. Ils sont juste nus. Si vous voulez les voir, vous devriez aller dans les autres chambres qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui étaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette chambre, il y a plusieurs tunnels dont l'objectif est inconnu. Il y a de nombreux tunnels et passages à l'intérieur des pyramides. Il y a de nombreuses chambres et puits et des chemins secrets. Les scientifiques envoient des petits robots, avec des caméras là-bas depuis quelques décennies déjà. Et les robots Nekes ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais même aujourd'hui, une grande partie des pyramides reste inconnue. Et il n'existe pas de soi-disant plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis déjà 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à faire des radiographies de la pyramide pour apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y entrer et sans passer par ces tunnels étroits et mystérieux. L'année est 1923. 2 adolescents sortent discrètement de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. La rumeur disait qu'un vieil homme construisait un château de pierre tout seul. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que faisait le vieil homme, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents curieux parvinrent à se faufiler dans le jardin d'Ed et virent quelque chose qu'ils pourraient plus tard décrire comme de la magie. Ils se souvenaient avoir vu des pierres se déplacer comme des ballons à hélium. Le vieil homme déplaçait jusqu'à 30 tonnes de pierres tout seul pour construire son château. Même s'il ne permettait à personne de le voir travailler, il en parlait fièrement dans la ville. Mais à chaque fois que les gens demandaient comment il construisait un château de pierre tout seul, il répondait simplement « J'ai découvert le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Litzkalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il est censé né dans une famille de tailleurs de pierre, ce qui est probablement là qu'il a appris des techniques anciennes de construction. Cependant, il a grandi en tant qu'enfant malade, ce qui signifiait qu'il ne pouvait jamais porter beaucoup de poids ni subir d'activités physiques intenses. À l'âge de 26 ans, un tournant malheureux a déterminé le destin d'Ed. L'amour de sa vie a rompu leurs fiançailles, et le cœur brisé, Ed a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans quelques États américains avant de finalement s'installer en Floride, où l'aventure de sa vie a commencé. Ed a passé des années à chercher le bon terrain pour construire la maison de ses rêves. Il rejetait toujours les bonnes terres agricoles. Quand les gens se demandaient pourquoi, il se contentait de sourire. Enfin, lorsqu'il a acheté un terrain à lui, il a été jugé terrible par ses amis proches. Le sol était de la roche solide. Il ne pouvait ni labourer ni cultiver. Mais cela semblait parfait pour ce qu'il cherchait à construire. Les amis proches d'Ed le décrivaient souvent comme excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il ne disait que « c'est pour ma douce 16 ans. Un jour elle reviendra ». Puis il changeait de sujet. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour finir le château de corail, et il l'a fait tout seul. Il ne travaillait que sous le couvert de la nuit, et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail achevé incarne un certain nombre de mystères non résolus. Si vous aviez visité le site à l'époque, vous auriez dû passer par une porte tournante en métal de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser d'un seul doigt.
Ed était si fier de cette porte qu'il avait initialement nommé le site Rock Gate Park. Il a été rebaptisé Château de Corail seulement bien plus tard, après le décès d'Ed. Une fois à l'intérieur, les visiteurs pouvaient accéder aux incroyables merveilles des constructions d'Ed. Des sombantes des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tous faits entièrement de blocs monolithiques de pierre. Les pierres sont empilées les unes sur les autres, utilisant uniquement leur poids pour rester ensemble. Et croyez-le ou non, tout le parc rassemble environ 1100 tonnes de pierres. Aujourd'hui, si vous visitez les quartiers d'Ed, vous verrez même les simples outils qu'il a utilisés pour construire tout cela. Des ciseaux, des marteaux, des cordes et des poulies. Le type de travail qu'il a effectué est difficile même avec des équipements modernes, sans parler de sans eux. Le principal mystère du château de Corail réside dans la manière dont Ed a réussi à le faire. La seule photographie d'Ed Lidskalnin au travail montre une simple structure de levier d'un palan à chaîne attaché à un trépied en bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques avec une petite boîte en bois au sommet. Ce qu'il y avait dans la boîte est bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, ne partageant la vérité de son travail avec personne d'autre. Pourtant, tout n'est pas perdu, car il existe de nombreuses théories et spéculations sur ce qui aurait pu se passer là-bas. Une théorie dit qu'il existe une grille harmonique à l'intérieur de la surface de la Terre, quelque chose qui créerait des points d'antigravité autour du globe. On croit que le château de Corail a été construit à un tel endroit. Cela pourrait expliquer pourquoi il a fallu tant de temps à Ed pour trouver un terrain qui lui plaisait. Peut-être que ce qu'il cherchait était un endroit qui lui permettait d'expérimenter des forces d'antigravité. Pourtant, chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait qu'il comprenait les lois du poids et du levier et, bien sûr, qu'il avait découvert le secret des bâtisseurs de pyramides. Et quel secret est-ce que pourriez-vous demander ? Selon Ed lui-même, cela a à voir avec le magnétisme. Il a même publié une brochure intitulée « Courant magnétique ». Selon Ed lui-même, cela a à voir avec le magnétisme. Il a même publié une brochure intitulée « Courant magnétique ». Là, il explique que chaque objet a des particules magnétiques à l'intérieur. Une personne doit juste comprendre où elles se trouvent à l'intérieur de tels objets. De cette façon, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans beaucoup d'efforts, tout comme déplacer quelque chose de lourd sous l'eau. Les chercheurs disent que si nous supposons que Ed Lidskalman et les bâtisseurs de pyramides utilisaient la même technique, alors il n'aurait fallu que 4700 travailleurs pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 000 à 100 000 actuellement estimés. Mais cette histoire devient de plus en plus mystérieuse. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction du château de Corail à Florida City. Les rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait un trésor d'argent quelque part dans ses quartiers. Une nuit, un groupe d'hommes attendit qu'Ed soit seul et pénétra dans le château pour le cambrioler. Ils ne purent pas trouver l'argent et, heureusement, ne firent pas de mal à Ed. Mais dans les jours suivants, il décida qu'il valait mieux qu'il quitte ce terrain. Bien sûr, il emporta plus que sa brosse à dents. Ed décida de déplacer tout le château de Corail vers un autre terrain, à 10 km de l'endroit où il avait construit le parc. La légende dit qu'il a engagé un chauffeur de camion et lui a demandé de jurer le secret sur ce qu'Ed avait l'intention de faire. Il a demandé au conducteur de détourner le regard pendant que Ed chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion chargé, Ed et son château se sont déplacés vers Homestead, en Floride, où le parc est situé jusqu'à ce jour. En 1986, un groupe d'ingénieurs de l'Université de Floride a été appelé pour essayer de réparer l'entrée du parc, la porte tournante de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils sont arrivés avec beaucoup d'équipements modernes, y compris une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait utilisé une étrange pierre circulaire au bas de la porte tournante. Les ingénieurs ne pouvaient pas comprendre comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait supporter 9 tonnes de poids sans se briser en morceaux. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues ont simplement renvoyé la pierre, disant qu'ils ne pouvaient pas trouver de correspondance pour cette pierre dans leur base de données. Ils n'ont pas pu déterminer son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place, essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la pierre de base que Ed avait utilisée à l'origine. Ils ont donc dû couper la pierre de la porte pour la faire fonctionner à nouveau comme une porte tournante, prouvant que la technologie moderne ne pouvait pas reproduire ce que Ed avait fait seul.
Avançons jusqu'en 2011 et un autre homme a prétendu avoir découvert le code des bâtisseurs de pyramides, et Ed Leitskullman lui-même. Wally Wellington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wellington est connu pour avoir construit son Stonehenge personnel au Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples telles que des leviers et des contrepoids, déplaçant des blocs de béton pesant plusieurs milliers de livres. Contrairement à Ed, Wellington a partagé ses techniques avec le public. De nombreuses vidéos montrent l'ingénierie astucieuse qu'il a construite à partir de matériaux très simples. C'est certainement impressionnant. L'homme a déplacé toute sa grange vers une autre propriété juste avec l'aide d'outils simples. Cependant, il n'y a aucun moyen de prouver que ce sont les mêmes techniques utilisées pour construire le château de corail. À ce jour, les secrets du château de corail n'ont pas été révélés. Mais bon, nous pouvons toujours continuer à essayer de les résoudre.